Bonjour Fred, merci d'avoir accepté mon invitation, autant pour moi. Et voilà, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent toujours pas, par exemple, qui vivraient dans une grotte? Ah, et oui, c'est vrai qu'il faut vivre dans une grotte pour pas connaître rien. Donc, je suis Frédéric Pitot, je suis ingénieur en génie électrique. Je travaille dans une société qui gère des projets électriques, donc général électrique, depuis 12 ans maintenant. Après, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, je suis dans d'autres sociétés avant. Je Oui. suis investisseur chez Realty depuis 2022. Je suis tombé un petit peu sur la plateforme par hasard. J'avais commencé à chercher comment je pouvais investir dans de l'immobilier plutôt fractionné, parce que je trouvais l'idée d'acheter 1% d'un bien immobilier intéressante. Et donc, j'avais commencé par la plateforme Brix, qui permettait de faire ça. Et en faisant mes recherches, eh bien, je suis arrivé petit à petit à Realty. Et du coup, après, je suis passé beaucoup plus sur Realty, puisque c'est plutôt l'aspect blockchain, et surtout les valeurs de Realty au départ qui m'ont intéressé, à savoir supprimer les notaires, les banquiers et les assureurs du marché de l'immobilier. Ça, c'est un truc qui m'a plu parce que j'avais une expérience avant sur un bien immobilier que j'avais acheté pour en faire de la défiscalisation. Donc, j'avais fait une loi Cellier sur un appartement que j'avais acheté à Salon de Provence. Je l'ai revendu, je crois, 15% moins cher que ce que je l'avais acheté. Ok. Je l'ai gardé 4 ans de plus que durer le cellier, sinon j'aurais perdu beaucoup plus. Mhm. Je crois que je l'ai vendu 145 000 euros, mais si je l'avais vendu à la fin du cellier, j'aurais dû le vendre entre 110 et 115 Ah, parce que les prix étaient encadrés? et 163. Ok. Et je dégageais des revenus avec entre 2 et 3% par an. Ouais. Voilà, donc en gros, il y avait un plan pour faire des économies d'impôts. Je crois Mhm. que ça m'a fait à peine tout ça sur le global des 12 années où je l'ai gardé. Ah oui, quand même, ça c'est... Donc mes 12 impôts ont payé des frais d'emprunt, plein de choses, quoi. Ok, et c'était quoi? Mais du coup, c'était... Parce qu'en fait, le cellier, c'est l'ancêtre du Pinel, je crois, aujourd'hui. Et c'était du MLNP, en gros. Il y avait les charges qui étaient défiscalisées ou autres, ou pas du tout? Alors, on pouvait déduire les intérêts d'emprunt Ok. du prêt. Et après, on avait une défiscalisation automatique en fonction du montant qu'on avait investi. Moi, j'étais parti sur ce cellier parce que je pensais pouvoir faire de la défiscalisation pendant 15 ans. Mais la zone où moi j'ai acheté était ouverte à la défiscalisation que de 9. Donc le cellier, ça commençait sur 9 ans qu'on pouvait prolonger de 2 fois 3 ans. Ok. Et donc le fait de ne pas avoir pu faire les 6 ans de plus, c'est là où j'aurais fait toute la plus-value. En gros, je pense que je suis neutre à la fin, une fois que je l'ai vendu, avec la moins-value par rapport à l'achat. Si j'enlève les frais notaires et tout, je pense que je suis à zéro. Parce que ça, du coup, ouais, en plus, c'était à Salon-de-Provence, donc t'aurais dû garder 6 ans de plus, je sais pas, enfin, on est un peu à côté, enfin, moi je suis à Marseille, mais je pense que Salon-de-Provence, ça a pas trop pris l'immobilier. Et Il pas y a eu du tout, la non. hausse des Parisiens, entre guillemets, après le Covid, mais je sais que ça rebaisse. Alors, je l'ai vendu après le Covid parce que j'ai Ah oui. commencé à investir dans Realty en 2022. Et comme Realty, ça m'a bien plu, mais j'ai dit, je vais me dégager de ce bien. Et donc, je l'ai vendu en septembre de la même année. Ok. Et après, j'ai injecté dans Realty et au travers du RMM, il me semble que ça a commencé à cette période-là. Je pense que c'est 2023 le RMM. Donc, j'avais mis pas mal d'argent en Ok. dépôt et les intérêts me permettaient d'acheter des tokens gratuits, quoi. Et du coup, ok, donc du coup, t'es lancé dans Realty, et est-ce que t'as une stratégie particulière ou pas? Pareil, est-ce que tu utilises les pools parce que je sais que tu l'as fait avec Alors, en particulier, donc... Alors oui, j'utilise beaucoup les poules de Levin Swap. Après, j'utilise aussi des poules parce que je stack des règles et des RWA. Euh, Après, j'essaye d'exploiter un petit peu tout l'univers de tout ce qui est autour de Realty. Et après, je suis assez collectionneur. J'essaye d'avoir à minima un token de toutes les propriétés vendues par Realty. Donc aujourd'hui, j'en ai 693 sur les 700. Ok, donc il t'en manque 7 ou 10, quoi. Alors, j'en ai 693, mais j'en ai pas forcément 693 où j'en ai un entier. Donc, j'essaye d'en acheter petit à petit. Malgré les premiums, des fois, j'en prends un petit peu. Donc, je fais monter mon bac petit à petit de ceux que j'ai pas complets. Mhm. Mais voilà, j'y vais en douceur. Ouais. Je crois qu'il y en a une quarantaine que j'ai pas complet. Ok. Parce que je sais que tu m'avais montré aussi ta fonctionnalité, ton petit site là, le petit encart pour dire qu'est-ce que vous possédez, et bien sûr avec la quantité, tu avais fait cette fonctionnalité pour ta passion de collectionneur, quoi.
Exactement. Ça, on le retrouve sur la map. Mais après, il y en a qui m'avaient remonté un problème. En fait, quand on choisit les tokens qu'on a en moins de 1, ça correspond pas avec quand on choisit les tokens qu'on possède, puisque ça comptait que les tokens qu'on avait en plus de 1. J'ai fait des petites modifs par rapport à ça. Mais en gros, ça permet de trier, oui. Suivant ceux-là qu'on a en jaune, ou je crois que c'est en jaune ceux qu'on n'a pas compris. Ok, de toute façon, je mettrai une capture d'écran pendant l'interview, les gens pourront voir. Et dans la map, on peut voir plusieurs choses. Je crois qu'on peut voir les propriétés qu'on a dans le wallet. On peut voir les types de propriétés, comment elles sont diversifiées dans le portefeuille. On peut voir sélection louée, pas louée ou autre. Et après, on peut voir celles sur lesquelles je mets des news. En fait, c'est ce que je me sers pour faire mes petites vidéos sur ma chaîne vidéo maintenant. Où en fait, j'ai créé une chaîne vidéo pour faire une office d'aide à mon site. Et après, tous les mois, je présente toutes les modifs qu'il y a sur tous les rendements. Parce que maintenant qu'il y a plein de tokens qu'on dépose sur le RMM, plus les tokens du Panama qui sont des tokens de location saisonnière, et bientôt, il y aura celui de la Colombie quand il va démarrer. Du coup, je dis, c'est pas plus mal si tous les mois je fais une vidéo et que je montre comment les rendements varient un petit peu partout. Si les gens ne savent pas trop le trouver sur mon site ou s'ils ont la flemme d'aller regarder, du coup, ils suivent une petite vidéo de 5 minutes qui présente tout ça. Ouais, c'est une bonne idée, en plus ça fait de l'actualité quoi, parce que c'est sûr, sinon il faut aller dans les API, je crois que c'est Cryptaloc, ou je sais plus si ton site là qui met à jour les rendements. Moi j'ai mis des petites flèches pour montrer qu'il y a des rendements. Alors après, je sais pas si tu veux que je partage l'écran, je peux partager. Tu peux, j'enregistre tout l'écran et après je ferai le montage en fonction. Normalement, c'est bon puisque je vois là. Ouais, en fait, quand on va sur le site, ici on a deux petits boutons qui sont 7 jours, 30 jours. En gros, le petit bouton 7 jours, ça me servait à voir les nouveaux tokens qui étaient sortis dans les 7 derniers jours. Et donc ici, le bouton à 30 jours. Quand on clique sur 30 jours, on voit il y a une colonne supplémentaire qui se rajoute pour le rendement du mois précédent. Ok, tu gagnes énormément. Et donc du coup, ça permet de faire des différenciations par rapport au mois précédent. Par exemple, tu vois, si je prends les deux tokens qui sont en Floride, Lost Seeker ou Dream Seeker, on voit, ils étaient à 8,82, ils sont passés à 9,29. Après, je mets les petites flèches. Après, par exemple, pour ces tokens qui ont été réévalués par Realty, je mets les modifications de prix. D'ailleurs, tu vois, le dernier, là, c'était Holding Harding, là, ça crée. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait. C'était quand ça? Il y a une holding qui a été réévaluée? Oui, ce holding, elle a été réévaluée il n'y a pas longtemps. C'était le 8 avril. Ah bah, je suis passé à côté. Et après, je ne l'ai pas présenté dans ma revue, puisque c'est arrivé juste le jour où je crois que j'ai fait la vidéo sur les augmentations de yield. Dessus, il est tombé le lendemain. Non, mais c'est une bonne idée, la petite news. Oui, alors après, je crois que j'ai ajouté un dernier truc, parce qu'il y en a qui n'arrivaient pas à trouver des tokens de loan. Alors, j'ai fait un petit truc pour que ça les trie automatiquement. Et je crois que prochainement, je vais rajouter une colonne comme les propriétés, pour avoir aussi le type de token, pour qu'on voit les types actions. Parce que je pense que dans le coin de l'année, Realty risque de rajouter des tokens d'equity comme le R2A dans la liste des tokens à acheter. Ah, c'est ça dont tu parlais? Parce que je sais que c'était annoncé en 2025 et je me demandais si c'était pas les tokens de dette comme il y a en ce moment à Détroit sur les immeubles pour faire les travaux. Alors oui, il y a les tokens de dette, mais il y aura aussi des tokens d'equity normalement. Ça, ils en ont parlé en début d'année. Après, je ne sais pas quand ça va arriver. Mais ils doivent arriver des tokens d'equity, donc il y aura des tokens de dette sûrement de plus en plus. Et toujours nos tokens de propriété. Donc je pense qu'une colonne avec comme celui-ci où on peut choisir ce qu'on veut. Et peut-être que je ferai évoluer ces listes de choix-là pour les faire un petit peu comme sur le market, puisque le market, on m'a demandé de changer pour pouvoir sélectionner plusieurs en fait. Oui. Le market, quand je parle de propriété, si je veux que les singles et les multis, je peux avoir que les offres avec les singles et les multis. Ou pareil sur les cities, là, mais si ça augmente beaucoup, les villes, je ferai par état, comme j'ai fait ici dans les stats, pour voir les camemberts ici par état. Et j'avais une question, question technique. Hein. Tu t'appelles l'API communautaire ou tu utilises d'autres données, enfin comment tu récupères tes données? Alors, toutes les données, oui, je récupère, mais au travers de mon API, des données de l'API communautaire. Okay. Toutes ces données de l'API communautaire, je les consolide dans une base de données qui m'est propre, que je stocke chez Amazon. Ok.
Et donc, du coup, mon back-end, il travaille avec ses stockages, il travaille avec l'API. Dès qu'il y a des évolutions d'API, bon, ben, il va les stocker. Je gère moi-même mes évolutions comme j'ai envie. Parce qu'en gros, dans l'API de Realty qui fournit les historiques, il n'y a pas toutes les datas de tout ce qui change. En gros, je sais pas ça. si je prends un exemple sur le dashboard, est-ce qu'elle est encore celle-là? Non, c'était pas ouvert. Voilà, tu vois, Dickerson, par exemple, là, moi, je peux annoncer que dans les 30 jours, il y a eu des modifs sur Dickerson, et ce qui a bougé, c'est les liens d'image. Donc, on voit que dans la nouvelle vidéo, ben, du coup, il y a beaucoup plus de photos. Ok. Dans l'historique de l'API communautaire, c'est pas stocké ça, qu'il y a des modifs sur les photos, qu'il y a des modifs sur plein de champs où il n'y a pas le stockage. Moi, quand on va regarder les modifs... Et ça, c'est dans l'Excel communautaire, non? Je dis n'importe quoi. Excel, non. L'API, c'est une API sur Internet. Hein. Tu demandes, tu reçois un fichier JSON avec toutes les datas. Il y a énormément de data à l'intérieur. Ouais, j'ai jamais fait, c'est pour ça. Playa Caracol, tu vois. Ici, sur Playa Caracol, je vois le changement du gross rent par an, par mois, par jour, le net rent par an, par mois, par jour, le net par token. Je pense que dans l'API, dans les historiques de l'API, il doit y avoir que les net rent day, le prix, le pourcentage. Bon, il n'y a pas forcément toutes les datas dans l'API d'historique, et moi, je voudrais avoir toutes les modifs qui se passent sur l'API communautaire. Dès qu'ils font des modifs, moi, je check toutes les heures dans l'API, tu vois, je vais demander s'il y a une nouvelle heure de publication. S'il y a une nouvelle heure de publication, alors du coup, je récupère tout et je consolide. Ok. Alors, en consolidant tout ça, après, derrière, dans mon backend à moi, je me refabrique ma propre API dans laquelle j'intègre directement des datas pour l'historique des prix, l'historique des rendements, et ça me permet de faire facilement ces petites courbes ici, en fait. Ici, je récupère direct les datas avec les variations des prix des tokens, les variations des rendements, et donc du coup, tout ça, ça me permet de pouvoir afficher toutes ces datas-là. Ça me permet aussi de pouvoir calculer, quand je vais dans les stats ici, quand je vais dans les stats sur un token, en fait, je peux savoir quelle est l'appréciation qu'il y a eu sur un token en question. Donc, tu vois, par exemple, Fullerton, ben, je peux voir que Fullerton, ça a eu une appréciation du token de 41,06 et qu'on a collecté $110 de rente jusqu'à aujourd'hui. Du coup, ça me fait un token qui est à 18,56 si on prend le prix de départ et les appréciations de prix de token plus les rentes collectées. Ah oui, donc, tu fais la plus-value latente plus les loyers collectés, ok. Exactement, je fais la totale. Et donc, du coup, on retrouve avec un total à plus de 110. Donc, tu vois, comme là, ici, on voit qu'il y a 104,54. Et donc, du coup, c'est parce que la courbe bleue, qui est la courbe avec l'appréciation de rendement, a dépassé le prix initial du token. Okay. Bon, alors après ça, je le fais pour les stats et avec que les data Realty. J'ai ambition plus tard de le faire pour le portefeuille de chaque holder. Ah, du coup, d'agréger au prorata de tokens qui... Savoir quand est-ce que les gens ont acheté des tokens et refaire les courbes en fonction de leur prix d'achat, remettre ici la courbe en fonction du rent qu'ils ont eu. En gros, refaire ce tableau de stats, mais par rapport au portefeuille et pas par rapport aux data Realty. Du coup, prochaine question technique. Comment tu comptes récupérer les datas d'un portefeuille? Tu vas utiliser The Graph ou tu vas directement voir avec un alors aujourd'hui, j'utilise The Graph parce que je récupère les datas sur Ethereum, Notice, RRM V2, V3 oui. Et les pools Levinswap. Ok. Je pense que moi et Cryptalock, on est les deux seuls à intégrer dans nos dashboards les pools Levinswap. Puisqu'ici, dans les stats, tout en bas, je crois que je présente les pools avec les tokens qu'il y a dedans ou pas. Mais une fois, on avait fait une petite conf call ensemble où j'ai essayé de t'expliquer comment ça fonctionnait. Ah oui. Et tu vas expliquer, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment fonctionnent les pools. Alors, les pools Levinswap, au départ, quand Realty a créé ça, ils avaient créé une incentive sur les pools, c'est-à-dire que Realty il déposait 20 tokens dans les pools. Aujourd'hui, c'est plus que 2. Donc, Realty ne dépose que 2 tokens. Et comme on peut voir, par exemple, si je prends celui-là, Dresden, là, qui va démarrer au 15 mai, donc il y a 1,99, il a déjà perdu 0,01 token.
Mais ce volume-là qui est déposé par Ilti génère 9,72 $ de loyer à l'année. Et donc, du coup, au prorata des holders qui vont venir déposer des tokens dans la pool, ils vont récupérer au prorata la partie de loyer que Realty a déposé dans la pool. Ok. Donc, Realty, on fait cadeau pour incentiver les gens. Ce qui fait que quand on investit dans une pool, ben, je sais pas, par exemple, si dans celle-là, j'y mets 0,1 token, alors du coup, comme il n'y a personne dans cette pool, si moi je mets 0,1 token de Dresden dans ce pool, ça va me générer un rendement de 101% sur ces 0,1 tokens, plus l'équivalent que je vais déposer en USDC dans cette pool. Parce que dans les pools, on dépose toujours par paire. Donc, du coup, je dépose mon token plus l'équivalent en USDC. Okay. Après, suivant comment les gens vont acheter ou vendre dans la pool, bah, du coup, il y a le token va augmenter en prix ou le token va baisser en prix et il y aura plus d'USDC dans la part qu'on va retrouver de la pool. Normalement, ça s'équilibre. En USDC, ça bouge pas trop puisque le token de paire est stable comme le token de loyer Realty. Par contre, c'est pas le même cas pour les pools Ethereum ou pour les pools les mines swap en bas. Ok. Et d'ailleurs, moi j'avais compris, mais le pourcentage, ça prend en compte la pierre sur les stablecoins aussi. C'est sur toute la paire, quoi. C'est pas que le pourcentage du real token. Exactement. Ça prend le rendement du token. Donc pour le 0,1 qu'on va déposer, on va toucher les 9,74. Plus les 9,72 à l'année de Realty. Donc, comme ce token il est à peu près à 10%, si je suis le seul à mettre 0,1 dans ce pool, bien sûr, je touche donc du coup 10 fois plus. Ok. Mais en gros, je pense qu'il y a des gens qui le suivent, cette partie de stats, parce que dans toutes les pools, c'est assez complet, quoi. Tu vois, si j'avance, je vois qu'il y a toujours au moins un token ou deux. Ok, et ceux qui sont vides là, c'est parce que je suppose c'est des tokens qui n'ont pas encore et la red start, voilà, c'est en rouge. Ouais. Ceux qui sont infinis ici, c'est là où il y a une red start qui n'est pas en rouge. Quand la red start est en rouge, ça veut dire que le token ne distribue pas encore de loyer. Et donc, du coup, il n'y a aucun intérêt d'aller en déposer avant qu'il génère des loyers. Donc, tu vois, les gens, ils respectent, ils ne déposent pas des tokens là où ça rapporte pas plus. Et par exemple, à Tacoma, là, on voit qu'il y en a 10. Du coup, c'est un utilisateur qui en a mis beaucoup parce qu'il doit être le seul, je suppose, et un bon rendement, parce qu'il a 14% de. Tacoma qui est à 11,88 11,89 celle de tout en bas, la dernière. C'est ça. Je vois que surtout qu'il y en a. Ah non, autant pour moi. 10 honnête, c'est combien tu possèdes. Autant pour moi, je crois que c'était le nombre de tokens dans la pool. Ah oui, ça c'est. Oui, je peux pas les cacher, les tokens que je possède. Ouais. Donc c'est moi qui en ai 10. Félicitations. On va pas se plaindre, hein. 11%. Non, mais comme tu veux voir, tu vois, j'en ai un ou deux des deux autres. Okay. J'essaye d'avoir un petit peu un partout. Okay. Je sais pas comment. En fait, moi, je fais un virement mensuel sur Realty de 300 ou 350 $ par semaine que je dépose sur le RMM en attendant qu'il y ait des ventes. Et après, en fonction du volume d'immeubles qu'ils mettent en vente. Donc, en gros, s'ils en mettent 6 ou 7, ben, je vais acheter un token de chaque. S'ils en mettent 3, ben, je vais en prendre 2 de chaque. En gros, j'essaye d'investir entre 300 et 350 $ par semaine. Okay. Et après, je réinvestis la totalité de mes loyers, en règle générale, dans les maisons de réinvestissement. Ok. Donc, effet de boule de neige instantané, que ce soit entre le virement et la maison de réinvestissement. C'est ça. Après, on peut le voir sur la courbe de mon dashboard, puisque j'ai fait des petites modifications qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps, à savoir de bien prendre le capital de départ investi. C'est combien l'utilisateur a vraiment versé, quoi. Enfin, son cash-in, entre guillemets. Je ne sais plus où on était à l'époque. On était sur Tacoma. Je vais finir avec ça. Okay. Comme c'est ça, on passera à un autre sujet après. Donc, par exemple, ta question sur Tacoma. Tacoma, ici, c'est un token qui est à 11,81. Et par rapport à ce que les 2,62 tokens de holder ont été mis dans la pool, eux, ils vont se partager les 21,95 qui sont générés sur ce token. Donc, Realty, au départ, en avait mis 4. Donc, ça a descendu petit à petit à 3,67. Parce que dans les pools, il y a des robots qui font de l'arbitrage, en gros. Donc, souvent, quand sur le YAM, il y a des offres qui sont plus intéressantes que, par exemple, des gens, ils vendent des tokens moins chers que ce que ça coûte dans la pool. Bah, du coup, il y a des robots qui achètent des petites fractions de ces offres et qui vont redistribuer les tokens dans la pool parce que dans la pool, ils sont achetés plus cher ou... Okay. En gros, il y a l'arbitrage à faire avec les pools. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des tokens qui disparaissent des pools ou qui en reviennent. Et comment tu récupères les données
prix moyen d'un réel token pour une pool? C'est comme un balance off à appeler d'un smart contract? Il faut aller dans la pool, regarder la paire, après calculer si je rajoute 0,1 token dans la pool, du coup de combien je fais varier la pool, quel sera le nouveau prix, et donc de là tu calcules le prix. Ouais, c'est la méthode de calcul de prix classique sur la pool, en fonction de combien tu vas la faire varier, écoute combien le prix bouge. Ok. Mais ça, j'ai l'ambition de le rajouter pour que les gens, tout le monde, toute la communauté, puissent venir faire de l'arbitrage dans ces pools. Realty parle de faire un nouveau système de pool ou un nouveau DEX pour changer les tokens. Donc, je vois pas trop comment ça marche. Après, je sais pas trop quand est-ce que ça va arriver. Et donc, du coup, comme moi, j'aurai peut-être du temps, peut-être je me pencherai là-dessus, puisque aujourd'hui, j'ai 3 grosses occupations de ma vie, qui sont ce site pour Realty, l'équipe de 8 où je suis assez engagé, c'est un sport traditionnel aveyronais où je suis assez engagé dans l'organisation des championnats ou autres, et comme on démarre les championnats en ce moment, du coup j'étais très pris février-mars à m'occuper de l'organisation de tous ces trucs-là, et puis après j'ai mon travail aussi, où j'y passe peut-être moins de temps en ce moment, mais j'y passe du temps quand même. Donc du coup ça réduit mon temps de travail sur Realty, mais normalement à partir du mois de mai, je devrais me remettre pas mal dans les devs, et je voudrais rajouter des choses sur le market, une page spéciale pour que les gens puissent matcher avec mon nouveau système de rachat que j'ai fait aujourd'hui. Si par exemple quelqu'un veut vendre 10 tokens, le plus juste ce serait qu'il le vende à 10 personnes qui ont fait des offres de rachat pour ce token, et pas en prendre un au pif et lui enfiler 3 à lui, puis 2 à un autre, et puis 0 aux autres qui sont là à faire des offres de rachat. Ok, donc pas mal de boulot. Après, ouais, on a tout. Oui, il y a pas mal de boulot. Il faudrait que j'arrête mon boulot, que je rende le site payant, et après, si j'arrive à en vivre, là, ce sera 100% en dev et ça avancera beaucoup plus vite. Et c'est quoi le système là de répartition égale? C'est une espèce de volt que tu as développé ou pas du tout? Ou c'est juste un projet? Non, moi, je n'ai rien développé du tout. En gros, si on va dans le market, dans les courtiers offres, là, on peut voir qu'il y a 5315 offres de rachat de tokens. Okay. Donc, en gros, il y a des gens qui déposent de la liquidité, donc des USDC ou souvent des monnaies qui sont sur le RMM, comme ça travaille sur le RMM en attendant qu'on te redistribue le token que tu veux acheter. Après, chacun met son prix de rachat comme il le souhaite sur chaque token. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, font des rachats à prix Realty. Tiens, je vais activer ça, comme ça je ne verrai pas les offres avec des petits randoms. Alors, il y en a qui espèrent aller racheter moins cher que ce que Realty les rachète. Ça, je pense que c'est une hérésie, ou alors il faudrait que Realty se mette à les racheter beaucoup moins cher. Attends, ça veut dire qu'ils veulent les acheter moins cher pour les revendre directement et pour faire les 0,30% là que je vois. C'est possible, mais là, il y en a qui veulent l'acheter à 95%. Ok. Ils rachètent à 97%, donc il n'y a pas d'intérêt de racheter cela moins cher que ce que Realty les rachète. Les gens, ils vont aller Realty. Déjà, je pense qu'il y en a plus qui connaissent le site Realty que mon site à moi. Donc, du coup, ils vendent plus facilement un Realty qu'à mon site à moi. Alors, il faut savoir que moi, je prends 0 frais sur tous ces trucs-là. Moi, je fais qu'animer les offres du YAM. Je permets de simplifier la vie aux gens pour créer ces offres de rachat. Ah oui, d'accord. Mais... En fait, c'est un de tes wallets que tu as whitelisté qui rachète aux gens et après qui va revendre équitablement. Mais voilà. En gros, tu vois, là, quand il y a le petit macaron, ça veut dire que c'est une offre qui est à moi. Donc, en gros, c'est moi qui fais des offres pour racheter des Scoville à 48 onces qui correspondent à... Alors, pour celui-là, c'est un peu merdique à calculer le prix parce qu'il est loué à 83,33%. Il faut savoir que Realty rachète à 97% les tokens. Et à ce total de 97, ils enlèvent 5% qui sont inversement proportionnels à l'occupation du bien. Ok. J'ai peut-être été trop vite, mais on va me faire un exemple. Non, mais donc, Scoville, par exemple, s'il était loué qu'à 80%, pas 83% pour simplifier le calcul. Donc 80% de ces 5%, ça correspond donc à 4%. Donc l'inverse de ça par rapport à 5, ça fait 1%. Donc du coup, Realty, aujourd'hui, il rachète un token de Scoville à 96%, pas à 97%. Ils vont mettre une dégradation sur le prix de rachat parce que le bien n'est pas occupé à 100%. Mais ça, en fait, aussi, je suppose que c'est lissé sur l'année, parce que je prends le cas extrême,
une loge checker, quelque chose de courte durée, il y a un mois elle est pas occupée, il y a qu'un pas de porte, ils vont pas la. Alors, Lost Shaker, moi, je les considère non occupés Ok, et je les rachète donc du coup à 92. ok. Reddy, j'ai pas été vérifié combien eux ils font. Mais je crois que dans l'API communautaire, Lost Shaker, c'est comme s'il n'y avait personne dedans. C'est le cas pour les maisons de vacances en général. Ah, il n'y a pas de pas de Voilà. porte. Ah non, non, Lost Shaker, il y a du 100%. Donc du coup, ça rachète à 97. Tu vois, je dis une connerie. Ok. Ça devient complexe. Donc, avec les données qu'il y a dans l'API, en fait, si la partie rented ici est à 0%, on va pouvoir en avoir des rented à 0%. Non, par exemple, les Pinot Alto. Ah oui, mais comment je trie avec ceux qui font des rendements. Qu'est-ce que c'est ça? Non, Quoi? c'est le taux d'occupation. Oh, j'ai rien dit. J'étais sur les 50%, j'ai bugué. Rented, 50%, c'est le taux d'occupation ici qu'on a dans les offres. Après, on peut rajouter la pricing aussi dans les offres pour trier ceux qui ont été réévalués, pas réévalués, et depuis quand ils n'ont pas été réévalués, par exemple. Ok. Il faudrait que je rajoute aussi là-dessus le RMM. Mais aujourd'hui, le RMM, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quels sont les tokens qui sont ou pas sur le RMM. Donc, moi, j'ai un truc tout près dans mon API. Il faudrait que je mette en place pour savoir qui, dans les wallets, a déposé des tokens sur le RMM. Et donc, du coup, comme ça, moi, je vérifierai si c'est un token RMM ou pas. Et je pourrais automatiser ma gestion de qui est sur RMM. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, c'était manuel. Et comme ils en rajoutent par paquet de 20, moi, j'ai pas envie d'aller dans mon API, les rajouter à la main. Soit c'est automatique, soit je le fais pas. Oui, je comprends. Pas que ça à faire. Sinon, c'est insuivable. Il y en aura toujours un que je vais oublier. Et je sais pas si quand un utilisateur se connecte à ton dashboard, tu prends ce qu'il a mis en collatéral, par exemple, sur le RMM. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés avec le wrapper ou pas du tout? Alors, au début, j'ai eu des difficultés pour le faire marcher, sinon aujourd'hui, non. Après, là où on a tous des soucis, c'est quand ce graphe ne marche pas et ne renvoie pas les bons nombres de tokens. Mm. Ça, c'est plus le côté plus chiant qui incite tout le monde à vouloir plus utiliser ce graphe et à vouloir aller chercher ces datas. Mais le problème, c'est qu'avec le wrapper, là, aujourd'hui, je vois pas trop comment on peut faire pour récupérer les datas des tokens qui sont sur le RMM sans utiliser ce graphe. Ah, je sais pas du tout, à part éplucher les logs sur un node d'archive, je j'ai pas de. On est d'accord, il faut aller éplucher tout ce qu'il y a sur la blockchain et regarder qui a déposé quoi comme C'est token. ça. C'est un boulot. C'est un boulot monstre et pareil, il faut les faire bloc par bloc parce que du coup c'est pas indexé, donc on sait pas si au prochain bloc il y a eu une action de l'utilisateur en question. Donc je pense que faut créer une base de données perso. Mais non. C'est ça, mais les autres le font. EHPST ou Bayaki avec son appli mobile. Eux, ils se sont fait des bases de données, ils analysent le blockchain, ils stockent tout ça. Bayaki, il a fait deux bases. Il stocke d'un côté tout ce qui est échange de tokens et de l'autre côté tout ce qui est les offres sur le YAM. Okay. Après, moi, je suis le seul encore à conserver YAM et SwapCat. Parce que sur mon site, on peut faire des offres sur YAM ou sur SwapCat. Chacun sa préférence. Mais Swapcat, ça veut pas mourir ça? Enfin, c'est tout. Jamais parce que c'est un smart contract qui est sur la blockchain et un smart contract, c'est immortel. Tant que quelqu'un peut s'en servir. Mais du coup, il y a des utilisateurs qui utilisent encore Swapcat. Alors, je ne fais pas de stats pour vérifier s'il y a des nouvelles qui s'écrivent sur SwapCat. Je sais que moi, je les gère. Je permets aux gens d'acheter, vendre, créer des offres avec. Chacun fait comme il a envie. Mais c'est tout. Ouais. Après, je ne saurais pas te dire si ça vit encore. Non, mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'interface de SwapCat puisque j'utilise que le smart contract et le smart contract, il est piloté directement par mon site. Après, les offres SwapCat, c'est compliqué parce qu'on peut les faire qu'une à une. Et dans le smart contract du YAM, Reddy, il a rajouté la possibilité de pouvoir faire des offres par lot, pour faire des batchs d'offres. Oui. Donc, du coup, moi, sur mon site, par exemple, si quelqu'un veut se créer des offres de rachat, ici, j'ai mis une petite console ici qui permet de faire du pilotage. Attends, connecteur de Ok, donc en fait, tu as fait une interface au-dessus du YAM là. Enfin, je parle du smart contract. Oui. Ouais, en gros, moi, j'utilise le smart contract du YAM, mais c'est con parce que j'ai pris sur Wallet où il y a toutes les offres de partout. Je vais filtrer, je dirais tous les coins et je vais le mettre avec une autre petite donnée.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. J'ai que 38 centimes. Non, mais c'était juste Je pour. rigole avec ça. Non, non, mais c'est juste pour montrer. Ok. En gros, si je veux faire des offres en USDC, tu vois, donc Mhm. derrière, j'ai des filtres avec, du coup, là, on voit les 643 tokens qui sont whitelistés Pour ce wallet. et pour la vente dans ce wallet. Donc, si je choisis, donc ici, de faire de l'USDC, je choisis le contrat de Mhm. Liam et je choisis des offres, faire des offres à prix realty. Ici, ben, du coup, quand je crée, il va me créer directement 50 offres. Ok. D'accord? Et là, du coup, je pourrais envoyer 50 offres. Donc, du coup, mon MetaMask Orabi va me popper pour savoir si je veux envoyer tel ou tel. D'accord. Et par contre, il y a un point de vigilance là, je pense. Je vois qu'il est c'est marqué moins 30. C'est quoi? C'est en décimale? C'est pour moins 3% ou moins 30%? C'est que si je veux faire une. Je rachète des RWA aussi. Les Ok. RWA, souvent, comme le prix est très bas, moi, je les rachète à moins 30%. Je l'ai vu à moins 20% là cette semaine, je crois. Sur- Oui, quand il a touché les 39, j'en ai reçu 5. Ok. Et je l'ai racheté à 39. Et non, il est descendu à 37, le RWA. Et quand il est descendu à 37, bien sûr, il y a des robots qui font de l'équilibrage. Et donc, chaque fois que le RWA il descend beaucoup plus bas que moi, mes offres de rachat, ben, les robots, ils me remplissent toute mon allowance d'achat en RWA. Ah, parce qu'il y a des robots qui arbitrent entre le YAM, du coup, enfin les offres du Ah, mais RWA et les poules de liquidité. exactement. Ok. Il y a des gens qui font des trucs vachement intelligents. Ah oui, oui, mais genre, moi je suis passionné par ça. Genre, Ah, je oui, trouve oui. ça Alors fou. après, je sais pas si c'est un robot ou autre, mais Mhm. je vois que chaque fois, c'est la deuxième fois que ça arrive, le RWA, il était pas mal bloqué autour des 45 dollars à une période. Ok. Et il est descendu d'un coup à 42, 43. Moi, j'avais des offres qui étaient autour de 44, je crois, puisque je Mhm. suis toujours un dollar ou en dessous de le prix qu'il est dans les poules, mais je ne surveille pas tout le temps. Mhm. Et donc, le week-end, des fois, ça arrive que je ne sois pas devant, je fais autre chose, le prix plonge, et bam, moi, Ok. j'en ramasse plein. Le jour où je suis parti au ski, je crois, cette année, en janvier, c'est là où il y a eu ce gros trou, et moi, j'ai récupéré 15 ou 17 RWA dans le week-end. Dans mon week-end de ski, et le jour où je partais au ski, j'ai vu que toutes mes wallets, j'avais mis 500 dollars de rachat un petit peu partout, ou 250, je crois, sur mon wallet Pitsby et mon wallet du site et mon wallet Oui. à moi. 250 dollars partout. Et je crois que tous les dons que les gens me donnent, ben, si on va sur les trucs de Pitsby, là, on voit, tout s'est transformé en RWA. C'est pour ça que j'en ai Ah, 10, c'est ça. Parce que je me suis connecté cette semaine, j'ai vu que tu avais ajouté les règles et les RWA, et je me suis demandé si c'était les gens qui t'avaient donné des RWA ou si c'était ton bot qui avait acheté et non, en fait, avec plein la de wallet, nouveaux. Je savais pas. je fais la même chose. Je rachète, ouais, quand les gens me font des dons, avec ces dons, je Ouais. fais des offres de rachat de tokens à prix realty. Et par contre, avec ce token-là, je suis faire, si tu veux, quand je reçois des tokens, je refais des offres de vente et je les revends à prix realty. Ok. Après, c'est au pari sur mon site à voir ou ailleurs, qu'il y a un token qui sort à prix realty, et celui qui veut acheter, il l'achète. C'est un peu comme une vente sauvage, mais c'est moi qui déclenche. Quand j'en reçois X, si je veux en revendre, je le revends à prix realty. Donc je gagne juste la même chose que realty. Ok. Je gagne les 3% et la liquidité, ben, du coup, je la remets sur le wallet et je mets des systèmes de rachat. Après, les RWA, personne n'en veut pour l'instant, donc du coup, je les garde. Ah non, je pense qu'il y a tout le monde qui attend l'AG ou plutôt les résultats. Enfin, d'avoir des résultats sur la société tout simplement. Mais oui, tout le monde les vend en ce moment. Moi, je vends pas, je garde. Ben, moi non Euh, plus, moi, je rachète. Je crois que j'en ai acheté 20 au démarrage et j'en ai presque 60 aujourd'hui et je les rachète qu'au travers de ces offres que je fais de rachat. oui. Donc à chaque fois que le niveau descend, ben, en gros, ça fait un petit peu comme mon DCA sur les RWA où je rachète en fait le couteau qui tombe. Ben, est-ce que le couteau qui tombe? Et il paraît que c'est pas bon de racheter des couteaux qui tombent. Hein. Donc attention. Eh oui, c'est pas bon d'acheter un couteau qui tombe, mais justement, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est un couteau qui tombe? Ah oui, bah, on sait pas. Hein. Moi, je connais toujours pas l'avenir. Hein. Et moi non plus. Donc, du coup, chacun fait ses choix. Moi, je crois qu'il y a un trampoline en bas qui va nous renvoyer le couteau vers nous, mais après, on verra. En tout cas, ça se développe bien. D'ailleurs, nouvelle de la semaine dernière, j'étais même pas au courant. J'ai découvert ça cette semaine. L'espèce de stablecoin pour passer par un stablecoin pour acheter, pour être remboursé ou autre, là, le REUSD. Je sais pas si t'as vu. Oui, ça, j'ai vu ça. Pour moi, c'est la même chose que le SCO. Je ne sais pas si tu connais le SCO, mais au Pays Basque, ils ont une monnaie locale
qui sert à faire de l'échange entre les commerciaux, ouais, les commerçants. et les banques. Et donc, du coup, ils ont leur propre monnaie locale où tu peux transformer tes euros en eusko et tu peux commercer avec ces eusko. Pour moi, c'est la même chose, ce RUSD. En gros, Realty, tu as acheté les tokens, ils te rendent ces équivalents de bon d'achat ou cette monnaie Realty qui est utilisable que sur la plateforme Realty. Pour moi, c'est bien parce que ça leur permet à eux de capter leurs clients. Un bien, il n'a pas pu se faire, on te rend la monnaie, mais qui est dépensable que sur le site. Ah oui, je pense que c'est beaucoup plus simple. Eux, conservent cet investissement chez eux. Et même pour, par exemple, je vais loin, hein, mais faire des cartes cadeaux comme Amazon ou Netflix, là, je sais pas si t'as déjà vu dans les supermarchés. Exactement. Pour en faire 50 RUSD que tu offres à quelqu'un. Parce qu'en fait, offrir un réel token à quelqu'un, tu peux pas faire ça comme ça, il y a une histoire de whitelistage, mais ça peut être une solution. Si, tu peux faire ça avec des trucs de gift, là, mais si tu veux offrir un beau real token, t'as que 30 secondes pour faire un cadeau. Et la balle, il est là, quoi. Et il faut prendre la personne avant, mettre sa tête pour faire, il fait le kawaii ici, je clique pour toi, le repas. Ah non, parce que moi, j'avais déjà fait des cadeaux, Baptiste. Quand tu fais des cadeaux de tokens à des gens, ils reçoivent un mail, et dans ce mail, ça leur dit d'aller faire l'inscription sur Realty, et une fois qu'ils ont fait leur inscription, du coup, derrière, ils sont enrôlés dans Realty, et ils reçoivent leur token cadeau que tu leur as fait. Si les gens ne s'inscrivent jamais, le token que tu as envoyé en cadeau, il te revient à toi, quoi. Ok, je sais pas du tout ça. Ça marche. Mais je faisais ça au tout début pour inciter les gens à aller sur Realty, mais alors après, comme c'est moi qui leur fais derrière de la formation blockchain, crypto, Realty, et tout le tout team, aujourd'hui, j'essaye d'en faire des affiliés au travers de mon site, et voilà, derrière, s'ils veulent investir, je récupère un petit peu d'affiliation au travers de ces gens-là qui compensent ce montant que je passe avec eux à leur faire beaucoup d'explications, parce que tous ceux qui investissent, qui sont de mes proches, ils me sollicitent pas mal pour avoir la vie, soit savoir dès qu'il y a un nouveau truc, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Ça bouge beaucoup, et en plus, le bouche à oreille, je pense que dans tous les business, c'est la meilleure des choses, quoi. On fait confiance à quelqu'un qu'on connaît. Exactement. Surtout là, dans ces petits moments durs où les gens ne savent pas trop. Puis après, j'en ai dans mon entourage qui ne suivent pas du tout l'actualité de Realty. Donc, en gros, c'est quelque part moi qui leur apprend. C'est sportif, hein. Faut pas lâcher, hein. Non, mais c'est surtout qu'en ce moment tout est rouge, quoi. Genre partout. Enfin, moi, c'est pas que Realty, mais enfin, que je veux dire, pas plus que crypto, bourse ou autre. C'est ça. Non, très intéressant. Et je sais plus où on a été. Donc, du coup, tu as un bot qui rachète des RWA, les couteaux qui tombent. Alors, moi, j'ai pas de bot. Moi, je fais que des offres de rachat au travers de mon site. Donc, en gros, ce que je te montrais à partir de ma petite console ici, tu peux choisir. Donc, tu pourrais choisir avec les filtres, par exemple, en activant. Les filtres ici, je veux racheter que les tokens qui ont un yield de, par exemple, entre 10 et 11%. Donc, en activant mon filtre ici, tu vois, je vais voir que les tokens, donc du coup, il y en a beaucoup moins, il n'y en a plus que 130. Ok. Sélectif, je vais racheter que des rendements à 18, entre 10 et 10,2. Alors, combien il y en a? Il y en a combien entre 10 et 10,2? Voilà, il n'y en a que 35. D'accord? Donc, du coup, ici, mon petit bouton pour effacer tout ce que j'ai fait. Donc, si je veux faire un create offre, tu vois, il ne m'a fait que 35. J'en ai filtré 35. Donc, il me propose que ceux que j'ai sélectionnés là. Après, une fois que j'ai ces tokens-là, une fois qu'on m'en rachète, j'ai mon advance du USDC qui va bouger. Okay. Puisque moi, je vais distribuer des USDC en échange des tokens que les gens vont m'envoyer. Donc, ici, il faudra de temps en temps venir changer l'allowance autorisée pour la dépense du USDC au travers du smart contract du YAM pour racheter des tokens. Et après, venir faire des updates de quantité. Ok. Pour modifier la quantité qu'on veut racheter. Moi, automatiquement, je calcule par rapport à l'autorisation qu'on a dans le wallet. Alors après, il y a d'autres qui sont fans de la fonction de rachat qui m'ont demandé de pouvoir faire un forçage sur la quantité. En gros, ils savent qu'ils vont acheter X tokens, ou ils veulent se donner l'autorisation d'en acheter 10, 20, 100.
Et le smart contract, lui, il sait que tu peux racheter 10 tokens, mais il sait aussi qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il calcule le rachat mini, et dans l'offre YAM, on va te montrer ce qui est dispo à l'instant T. Donc, par exemple, si moi, je supprime tous mes USDC dans mon compte, toutes les offres que je vais avoir en USDC, elles seront toutes à zéro, puisque moi, j'ai pas d'USDC dans mon wallet. Mais il suffit que je remette des USDC, et à ce moment-là, les offres, elles se remettront à jour avec le montant d'USDC que j'ai déclaré. Donc, si tu te mets avec un montant de tokens de tokens de rachat, par exemple, à 10, 20, 100, en gros, à chaque fois que tu vas rajouter de l'argent, tu vas récupérer X tokens. Mais ces gens-là qui font du rachat, ils veulent pas directement mettre 10 000 $ de rachat. Oui. Ils préfèrent faire par paquet de 500, 200, X, et pouvoir maîtriser le volume qu'on leur renvoie. Donc, du coup, ils m'ont dit, si tu pouvais nous mettre un gros package, donc, du coup, je mets un gros package de tokens. Et donc, du coup, dès qu'ils remettent des sous, ça remonte, et ils vont tout seul diminuer quand le token il arrive à zéro, c'est qu'il a déjà racheté 10, quoi. Ok, donc ça fait pas palier. Enfin... Bon, après, c'est à chacun à se le gérer. Oui. Il n'y a pas déjà, de règles. Okay. Mais après, moi, je trouve ce qui est sympa, et par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, ce que je trouve sympa, c'est si demain, par exemple, nous sommes 1000 à mettre 100 $ en rachat de tokens, ça veut dire qu'on crée un pool de rachat de tokens après Realty de 100 000 $. Donc, des gros portefeuilles qui voudraient se débarrasser de leurs tokens, et ils ont de la communauté pour pouvoir envoyer tous leurs tokens. Non, ça évite de... Aujourd'hui, tu vois, si tu suis les forums, ça pose plein de questions, parce que les gens ils se disent « Oh, Uber, moi je veux revendre à Uber », parce qu'avant le 18, après, tu vas récupérer des HCO Realty, quoi. Oui. REUSD. Et donc, il y en a qui veulent vendre avant le 18, mais il y en a qui ont acheté pour plus de 2000, et donc, du coup, il reste qu'une semaine, et donc, du coup, ils ont que 2000 à revendre. Et... Oui, moi, comme je pour aller à 97%, moi, je vais en prendre. Ah oui, je vais prendre 3%. Donc, c'est le choix. C'est ou les REUSD, ou faut payer la taxe. Donc, Realty les rachète à prix coûtant, mais après, ça, c'est Realty. Mais je savais pas qu'ils avaient laissé la limite de 2000 $, même si on avait acheté 2500 $, par exemple, de Uber. Je pensais qu'ils avaient ouvert les vannes pour... Ah non, c'est 2000, ils ne rendent pas... et je pense que chez eux, il y a une limite automatique calculée sur le site. Donc, du coup, là, changer pour un token, c'est chiant. Ça fait faire des devs juste pour Uber qui, dans 2 mois, n'en parlera plus de Uber. Oui, mais peut-être par exemple, il y avait une base de données où c'était, je sais pas, juste un boulet à un trou, activer la limite, et il le passait à 0 pour dire il n'y a pas de limite parce qu'il savait que c'était un rachat. Comme tu dis, si un boulet à un trou dans une base de données, c'est qu'il y a un bout de code qui le gère. Oui, clairement, il y a toujours un trou, il false. Non, c'est pas faux. Non. Ouais, mais if false, il faut en plus que sur le holder qui l'a revendu, tu calcules si il a revendu 2000 ou pas, si tu autorises un autre plafond, combien. Oui. Ça peut aller de suite des trucs complexes. Donc, je comprends souvent quand Michael il dit ah ouais, mais si on touche une virgule de ça, c'est pas forcément 3 minutes. Ah bah ça non, peut être le boulot. Après, il y a des regrets, enfin, je dirais, des choses qu'on n'avait pas prévues, ça a bloqué à cet endroit. Exactement. Moi, mon site, tu vois, il commence à être un peu colossal. Dès que je touche à des trucs, des fois, j'ai des effets que j'avais pas vu qui arrivent ailleurs. Parce que je fais pas énormément de tests non plus et bim, les régressions, c'est rapide. Tu fais des tests fonctionnels ou autres, ou tu développes, tu compiles et après tu testes toi-même en staging et tu déploies? Je développe, après j'ai des étapes de test dans mes développements. Après, une fois que je me sens assez sûr d'une version, je distribue cette version-là. Après, j'essaye de pas trop fonctionner avec des branches pour pas trop me compliquer la vie. Et après, je développe tout avec... j'ai GitHub qui est connecté avec tous mes systèmes de déploiement. Et donc, dès que je balance dans du GitHub une nouvelle version, ça met à jour automatiquement mes API, mes frontends, mes backends, tout. Ouais, mais t'as raison. De toute façon, les branches, pareil, moi je trouve qu'après c'est... Faut pas plus d'une branche, parce qu'après c'est vite le bordel, quoi. Ah ben après, ça devient ingérable. Il faut être 18 travailler pour avoir besoin de gérer des branches. Donc sur des terres, par exemple, qui sont vachement nombreux à travailler, je pense que eux, s'il y a un intérêt de gérer des branches ou autre, là, moi je suis tout seul. Ah oui, bah, je sais que sur les grosses boîtes, il y a des gens qui gèrent que les branches, quoi. Genre, c'est leur métier. C'est leur job de gérer les branches. Et de faire du test de merging de branches ou autre, pour voir si ça marche. Et question là, parce que je regardais ton écran, sur les 7 coins allowance, en dessous, je vois qu'il y a 0 Wrapped XDAI, et c'est quoi la valeur entre parenthèses, la 0,42, pareil pour l'USDC, pas de... Ici, en fait, c'est la valeur d'allowance qu'on voit.
directement. Et là, c'est ce qu'il y a dans le portefeuille. Ah, ok. Donc, on peut voir que j'ai quelques sous sur le RMM. Mais comment ça se fait que tu peux mettre 628 USDC alors que dans ton wallet, il n'y en a que 0,38? Ah oui, parce que j'ai une autorisation de dépense de 628. Ok. En gros, je fais ce que je veux, tu vois. Si je veux la passer à 1000 ici, j'ai dit 1000. Ah oui, c'est juste qu'en fait, il va faire une. Enfin, quand il va détecter, ça fait. Enfin, quand quelqu'un va vouloir vendre, ça va pas être possible parce qu'il y a passé du USDC en face et il sera. Exactement. Ok. Et, alors, je vais la passer à 1000. Mais non, mais c'est parce que moi, je fais que racheter des tokens avec les coins DAI ou USDC RMM. Par contre, en USDC, c'est là où je rachète, moi, sur le lien. Ok. Du coup, je me mets une autorisation de dépense à 1000, comme ça évite que ça me pose la question de combien j'en veux. Tu vois, sur le YAM, aujourd'hui, à chaque fois que tu vas acheter un token, bah, il te demande de faire le approve de 30 € si tu vas acheter pour 30 $. Tu vas acheter pour 30 $, donc il faut approuver tes 30 $, puis après approuver ton token. Si moi je dis que j'en dépense 1000, mais du coup, quand je veux acheter, il achète direct. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais ça, il voulait pas justement pas le merge, mais que ces deux actions soient en une seule dans la nouvelle. Alors, déjà, c'est sur Ethereum, je sais qu'il voulait faire ça. Et après, je sais pas si Gnosis, la blockchain va suivre. Mais je crois qu'il voulait tout réduire en un clic, quoi, entre guillemets. Par exemple, si je vais sur une offre de rachat, tu vois, ici, je retrouve mes 1000 que j'ai le droit d'acheter. Donc, du coup, si je dis je veux racheter le max, bon, mais comme j'ai rien, ça me propose 0,06, puisque j'ai que 0,38. Oui, c'est le maximum possible. Tu fais un if et tu prends le minimum. Voilà, donc ici, ça me dit que je peux dépenser que 0,384, qui est ce qu'il y a dans mon wallet. Ok. Et voilà, bientôt 28 millions, t'as vu, c'est bon. C'est les loyers qui ont été distribués par Realty, c'est ça? C'est les loyers distribués par Realty depuis que ça a commencé l'aventure. Ouais, j'essaye de calculer un gros. Je suis pas sûr d'être. J'essaye de calculer avec toutes les datas que j'ai, moi, en fonction de les tokens, combien de temps ils sont restés en location, avec tel rendement ou tel rendement. Après, moi, je suis pas sûr que les données que j'ai de l'API, j'ai exactement les bonnes dates qui correspondent à tous les changements de yield. Tu vois, Realty, quand il push dans l'API, c'est pas forcé que la date où moi j'enregistre une modification de yield soit la bonne. Oui, non, clairement. Après, je pense que si tu veux vraiment avoir la valeur de tes loyers distribués, il y a déjà, écouter la blockchain, mais ça serait un peu long. Mais si je dis pas de bêtises, il y a un GitHub qui répertorie chaque Renday avec tous les versements. Un GitHub, moi j'ai une API que EHPST me distribue. C'est d'ailleurs avec ça que je fais le petit graphique de chacun pour savoir quelles sont les rentes qu'on reçoit par semaine ou les rentes cumulées en fonction des wallets qu'on choisit. Et donc, du coup, lui, il m'a mis un lien API où je peux récupérer tout ça. Après, je suis assez connecté avec le site de EHPST, vu que lui, il gère des datas avec des données qui connectent les loyers. Et peut-être demain, je vais me connecter à son API pour récupérer les datas des données XAI ou autres sur les wallets pour ne plus utiliser The Graph. Ah ouais, donc il collecte vraiment tout HPST. Je pensais pas que c'était autant. Ah oui, il collecte tout, il a tous les loyers, il peut même faire de la distribution par maison, par token, à toucher à chaque semaine. On met un token et ça met tout l'historique. Et pareil, sinon, ça, parce que j'avais pensé comment récupérer tous les loyers, sinon la méthode que j'avais pensé, moi, c'était de récupérer tous les rent reports, parce qu'il y a un CSV à la fin qui met tout. Mais non, il n'y a pas les... Le HPST, chaque semaine, il récupère tout le bloc complet de rent report où il y a toutes les adresses de tout le monde. Ah, okay. Donc lui, il connaît toutes les adresses de wallet de tous les clients. C'est lui le premier qui a commencé à faire la découverte du numéro de client Realty. Parce que surtout les loyers, les trucs et tout ça, en regardant un petit peu la blockchain, il s'est aperçu qu'il arrivait à retrouver ce petit numéro. Et donc du coup, il a fait le KYC, le Rent by Realty Holder. Et donc, en récupérant ce numéro, il sait automatiquement faire l'association des wallets à qui appartient une combinaison de plusieurs wallets. Du coup, il fait ses classements. Non, je sais plus comment il faut faire, mais je crois aussi, pareil, il fallait observer les logs ou un truc comme ça de je sais plus quelle fonction. Ah oui, soit il y a les logs, soit tu vas sur ce graphe et tu balances au wallet, ça te renvoie le numéro client Realty, et derrière, tu as un autre graphe où tu balances le numéro client Realty et ça te renvoie tous les wallets. Ah, je savais pas ça. En gros, moi, je fais comme ça. Mais si ça t'intéresse, je te passerai le petit bout de code qui fait ça. C'est mon API qui fait ça. Hein. En gros, quand tu
quelqu'un connecte un wallet sur mon site, mon API, quand elle reçoit un wallet, automatiquement, elle fait ce petit aller-retour et elle remonte après vers mon front-end la liste des wallets. Donc, du coup, maintenant, à mon site, dès que tu connectes le wallet, automatiquement, il va te chercher tous les wallets que tu as. Ok. Non, parce qu'en fait, par exemple, quand j'avais fait. Quand je fais encore la Gainerless, quoi, c'est mon outil communautaire que je fais. C'est pour les emprunts du RMM, savoir combien on a gagné en intérêt journalier ou combien on a perdu si on a emprunté. Actuellement, c'est qu'une adresse, mais plus tard, je me disais pourquoi pas le faire pour par exemple, afficher 3 graphiques si la personne a 3 wallets, par exemple, et lui faire un CSV avec une page wallet numéro 1, wallet numéro 2, et une petite page, on va dire, accueil dashboard qui regroupe toutes les données, quoi, tout simplement. Mais c'est bon. Oui, mais ça, tu pourrais, à partir du moment où le gars il arrive avec un wallet, tu peux, en 2 transactions, savoir quels sont tous ses wallets. Ok. Ouais, j'essaierai de trouver ça par The Graph. Et si je trouve pas, je demanderai la solution. Oui, moi je crois que j'ai demandé les trucs de graphe. Des fois, je cherche pas trop. Hein. Quand je vois que c'est plus vite fait de demander des fois que de chercher, quoi. Ouais, je sais, mais j'aime bien comprendre. Moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien faire une fois un cas vraiment de A à Z bien long, et après, je connais, j'arrive à me repérer dans l'espace et ça va plus vite, quoi. Oui, mais moi, en gros, ce que je demande, c'est pas comment ça marche. Hein. Je demande quel est l'user ID de ce wallet. Graph, tu vois, quel est le nœud de graphe qui me renvoie les datas. Après, moi, tout seul, je cherche et je récupère ce que j'ai envie. C'est vrai que quand tu dis nœud, c'est les subgraphes là, c'est ce qui est déployé. Ouais. Moi, il suffit qu'on me dise le subgraph qui gère ces datas-là, et après, je fouille et je trouve. Oui, après, sur le fond, tu fais comme toi, mais quand tu sais pas quel est le subgraphe qui fait ça, des fois, tu cherches moins. Ah non, clairement. Mais j'ai vu qu'il y avait une page où je sais plus quoi, mais ça répertoriait tous les subgraphes associés à Realty, et il y en avait au moins une vingtaine ou trentaine, quoi. Ah bon? Je ne oui. connais pas. Je connais pas. C'est une page web qui fait ça? C'est pas une page web, je crois que c'est dans le... Je me demande si c'est pas Philippe dans tous les tutos qu'il fait par écrit. Il y a un moment, il y a un lien, on clique dessus et on arrive sur une page, et il y a tout ce qui est associé à Realty, en fait. Il y a le YAM, il y a le RMM V3, V2. Pareil, il y a plein de... Faudrait que je le retrouve. Il y a plein de subgraphes qui ont des noms un peu bizarres, mais je sais pas trop à quoi ça correspond, quoi. Et je sais pas, j'ai jamais trop fouillé de ce côté-là. Après, faut que j'aille voir. Après, pareil, je faisais une query, je sais plus, pour récupérer le schéma du subgraph, et là, après, c'est le puzzle, quoi. Tu dis, j'ai ça, il faut que je le raccorde avec ça, et t'avances, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Ça, à chaque fois, c'est un peu une histoire de recherche. Hein. Ah, moi, c'est ce que j'adore le plus, hein, franchement. C'est le plus intéressant. Ah oui, mais tout à fait. Après, dans la découverte, moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Quand j'ai commencé à faire mes premiers sites, je connaissais rien encore à Python, React, tout ça. Je me suis formé en fait sur le tas pour faire des plus jolis sites pour la communauté. Et moi, quand j'ai commencé mon aventure Realty en 2022, au départ, donc j'y connaissais rien. Donc j'ai fait mon premier achat crypto, c'est acheter un real token. Avant d'acheter du Bitcoin, j'ai acheté des tokens Realty. Donc du coup, j'ai commencé à essayer de comprendre. Ça a duré les 6-8 premiers mois. Et donc du coup, quand j'ai commencé à découvrir Swapcat et que sur le dashboard communautaire qu'on avait à l'époque, ils essayaient d'afficher en face de chaque token toutes les offres qu'il y avait sur Swapcat. Mais savoir les offres qu'il y avait sur chaque token, c'est pas te dire quelle est la meilleure offre à acheter. Aujourd'hui, tout le monde a l'habitude d'aller, je regarde le new lead, je les trie par ça. La meilleure offre, c'est celle qui m'assure le plus de rendement. Ah, mais elle prend pas en compte. Et non, en fait, vraiment la meilleure offre. Tu avais 50 tokens, par exemple, chez Realty, ou 100. Et donc, du coup, tu avais les offres qui correspondaient à chacun de ces tokens, mais ce n'était pas trié par quelle était la meilleure. Donc, du coup, moi, j'avais fait un site internet qui se rafraîchissait tous les jours, qui tous les jours allait mettre les 100 meilleures offres qu'il y avait sur Swapcat. Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé et ça a fini avec Bitsby. Ça, et HPST a démarré aussi son site à peu près, je pense, en même temps. Et on faisait à peu près la même chose. C'était bien au début, on se regardait l'autre pour savoir qui disait vrai. Même si on le fait encore, tout ça, je pensais. Des trucs sur un dashboard, tu vas voir sur un autre comment ça marche. Est-ce que j'ai les bons chiffres, les mêmes chiffres? Oui, c'est que de la modélisation, quoi. Parce qu'en fait, on a les valeurs de base, mais il faut refaire les calculs pour. Exactement. Et donc, du coup, j'avais fait ce site, c'était un truc
c'est HTML et PHP. Mhm. C'était pas un truc super évolué, tu vois. Et après, je me suis auto-formé à apprendre comment on faisait des API avec du Python, comment on développe des sites avec React comme front-end, Mhm. React.js, voilà, quelque chose. Et voilà, et donc du coup, j'ai commencé à faire mon premier site qui était PitSwap, parce que je voulais pouvoir swapper des tokens vers ma clé Ledger et avoir un truc pour faire des meilleurs tris sur les offres et que ce soit Mhm. avec une interface plus jolie. Et puis après, j'ai commencé à recevoir plein de tokens merdiques dans mes wallets. Et je me dis, mais c'est chiant maintenant avec Logiscan, quand tu vas aller voir, il y a 100 tokens poubelles pour mes 3 USDC ou USDI que je veux trouver. Token qui s'appelle 10 000 $ pour XYZ, cliquez ici. Exactement, exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis fait mon petit wallet ici, là, où on Mhm. peut voir ce qu'on a dans son wallet et qui concerne que des tokens qu'on utilise dans l'environnement Realty. Après, s'il y a des gens qui en veulent plus, j'en rajouterai plus, mais il y en a qui sont cachés. Il y en a qui sont cachés, mais sinon, oui, il y avait les Soon. Maintenant, je pense que c'est mort, les Soon, il faut que je les enlève. Donc, il y a les Génon, il y a les Borg pour Draz. Il y a les Ouais. Matic, parce qu'à une époque, j'achetais des Matic, j'y croyais. Et voilà, après, il y a quelques Ether, WEther. Il y a les anciens tokens du RMM. Hein. C'est quoi entre l'USDC et le reg, je pense? C'est celui qui a 0,56 en dessous. J'arrive pas à reconnaître le logo. Non, entre Mais- 780. Voilà, celui-là, 0,56. Un peu en dessous. Euh, Ah, celui-là, ça, c'est le. Ah oui, ça, je suis le seul à avoir fait ça, mais les tokens qui sont sur le RMM, aucun, ils ont leur petite image. oui. Et donc, du coup, à cette époque-là, Phil Forscher, il avait ChatGPT qui permettait de faire des images. Et donc, toutes les images, là, c'est Phil Forscher qui les a fait. Ok. Je savais pas que Phil Forscher, c'est la même personne qui a trouvé les biens en Colombie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est le même. Non. Couteau de Où Suisse. est-ce que Swissborg. Non, non, pas Swissborg. Hein. Ok. Swissborg, c'est le vrai icône de la crypto Swissborg. Mais ici, si je fais enregistrer Soon, donc du coup, j'ai mon Phil Forscher Soon. Donc Ok. c'est Phil Forscher, il m'a fait ma première image sur les Soon au démarrage. Parce qu'au départ, quand on avait les Soon, on avait aussi que les tokens du RMM V2. Oui. Donc du coup, j'ai gardé les images qu'il y a sur la blockchain, sur Nosy Chain. Et après, quand il y a eu les 4 autres qui ont débarqué, j'ai dit, mais il me faut des images pour les identifier. Donc après, par exemple, quand on va dans les stats ici, sur mon portefeuille, on peut voir, puisque j'ai fait des petites stats où on peut suivre qu'est-ce qu'on dépose ou enlève sur l'RMM et automatiquement, à mesure que ça capte les datas. En gros, chaque fois qu'on se connecte à mon site, Mhm. si, si tu t'es pas connecté pendant oui. Toutes les 2 heures, mon site, il va venir capter quelle est la valeur, par exemple, du lend XDAI Ok. V3. Donc, si toutes les 2 heures, il va venir enregistrer et il construit un graphique. Donc, si tu ne te connectes pas de 2 jours, ben, tu vas te retrouver comme moi là, tu vois, avec un trou où il n'y a pas de data. Ah oui, parce que en fait, du coup, tu enregistres ce que Et l'utilisateur. j'enregistre ça dans le web browser de Mhm. chaque vendeur. Je ne capte pas les informations pour moi, je ne garde rien. Oui, oui. Principalement, je ne garde rien pour personne. Tout ce qui est data de wallet, historique de quoi que ce soit, hein, tout est enregistré dans les web browsers des utilisateurs de mon site. Mhm. Sur chez moi, je crois qu'il y a rien d'enregistré. Je stocke que les adresses IP, mais sur une période de 7 jours, juste pour avoir ça. Et je ne les stocke pas en base de données, je les stocke juste dans la RAM de mon API. Mais comme Heroku me démarre les API tous les jours, ou ma data que j'ai en RAM dans un Heroku, je le partage avec un autre. Et donc, du coup, en fonction de comment Heroku me redémarre mes Mhm. API, et du coup, ça met à jour la RAM où j'ai tout le temps sur 7 jours le, le nombre d'adresses IP et du coup, j'arrive à représenter ça. Au départ, j'avais fait plus pour moi cette page, mais je vois que ça intéresse puisque là, tu vois, sur 7 jours, il y a 146 personnes qui sont venues regarder la diversification des clients sur mon API. Non, mais ça, c'est Il cool. faudrait, il faudrait que je rajoute celle de Bayaki qui a fait des applications mobiles parce que Bayaki, il utilise mon API.
Il n'utilise pas les API communautaires, parce que comme je te présentais tout à l'heure, dans mes API, j'ai les évolutions, j'ai des trucs qui permettent de faire des calculs, et lui, il voulait pas se faire chier à faire tout ça de nouveau dans son code. Et donc, du coup, il m'a demandé l'autorisation d'utiliser mon API, que j'y prête gracieusement, et où il récupère directement ses variations de rendement, tout ça, sur tous les tokens. Et ça lui permet aussi de faire des jolies courbes de son côté. Ah non, j'ai vu l'application qu'il a faite, c'est vraiment pas mal. Et je voulais savoir, oui, parce que tu me parlais des API, là c'est du tout pure technique. Hein. J'ai jamais utilisé des calls API, on va dire, enfin j'ai jamais développé ou autre, mais le fait de les éteindre et de les rallumer, ça consomme beaucoup un call API? De les éteindre et de les rallumer. Parce que tu me disais, c'était en off, que sur Hercule, ça tournait pas en permanence, c'est quand. Heroku, l'application Heroku, en fait, c'est un truc qui me fournit un PC. Donc, j'ai un Docker quelque part dans un data center où il y a mon app qui tourne. Et Heroku, eux, tous les jours, ils redémarrent les Docker. Les Docker. Moi, avant, quand j'avais mon système où j'hébergeais les serveurs chez moi, j'avais pas d'attaque, j'allais chercher à droite à gauche. Et c'est moi qui posais des fichiers CSV, par exemple, des fichiers CSV qui représentaient l'API des tokens ou tu vois, la liste des real tokens, les tokens que j'avais sur le RMM ou autre. Et du jour où j'ai plus fait des trucs chez moi en local, j'ai dit, mais je vais tout passer sur Heroku. Et au tout début, Heroku, il me redémarrait tous les jours. Donc, du coup, j'avais un GitHub de mon côté qui calculait mes fichiers Excel et qui, en permanence, allait me faire des livrables dans le GitHub pour le mettre à jour, pour que j'ai des bonnes livraisons avec les nouveaux fichiers Excel quand tout changeait. Et au bout d'un moment, ça m'a gonflé de faire tout ça. Et j'ai dit, mais je vais mettre une base de données. Et donc, de là, j'ai mis un truc sur Amazon. Et ta base de données, c'est quoi? C'est du SQL ou du SQL? Ma base de données, un Postgre. Postgre? Ok, jamais utilisé. Je ne connais pas du tout. Bon, Postgre, c'est comme MySQL, c'est comme n'importe quoi. C'est une base de données, c'est des tables avec des datas dedans. Au lieu d'avoir des fichiers Excel, du coup, parce que si j'ai plusieurs apps, il faut que je partage avec toutes ces apps les fichiers Excel. Alors que si j'ai une base de données, tout le monde y a accès. Oui, c'est un serveur, ça se connecte et ça récupère. Enfin, ça fait ses queries et ça récupère les données qu'il veut, quoi. Exactement. Aujourd'hui, que ce soit PitSwap, Pitsbee, et tout le monde se connecte à la base de données pour avoir les datas. Ok. Très intéressant. Mais PitSwap est un petit mort, tu vois, 4% des gens s'en servent. De quoi? Mais il aime bien encore mon ancien site. Les 4%. Mon ancien site, tu vois, que j'ai fait, celui-là qui est de 3, il y a 4% des gens qui l'utilisent encore. Ah, c'est habitué. Donc, je le laisse minimum vivant, il évolue plus, mais. Mais il n'y a pas des gens qui l'ont utilisé là pour ton transfert de token? Moi, je l'avais utilisé quand j'ai voulu passer sur Ledger. Ça marche encore, mais je préfère utiliser, moi, l'outil de swap de token qui a été fait par. Orange, là, le truc, enfin, couleur orange par là. Et qui est le truc de la communauté qui sert à swapper les tokens. Peut-être un jour, ça reviendra sur Pitsbee quand j'aurai du temps. Je le referai de la même forme que je l'avais fait. Après, moi, j'ambitionne de pouvoir faire des systèmes de multi-call pour faire multi-allowance sur les distributions et multi-envoi pour essayer de faire gagner des transactions aux gens. Tu vois, que tu puisses. Là, j'ai pas suivi par contre. C'est-à-dire, au lieu de signer chaque propriété, de faire multi-allowance sur toutes les propriétés pour les envoyer d'un coup? Voilà, aujourd'hui, quand tu veux envoyer un token de wallet à wallet, il faut une transaction pour dire combien de tokens je veux envoyer. Ou alors, tu fais un send direct et tu balances direct le volume de tokens que tu veux envoyer. Donc, du coup, c'est un petit peu la même chose que Realty fait quand il distribue les loyers. Il choisit l'USDC, il balance les USDC à tous ceux qui veulent les loyer en USDC. Moi, j'aimerais voir si on ne peut pas créer un smart contract où on lui balance une liste de tokens qu'on voudrait envoyer de wallet à wallet. Et derrière, tout seul, lui, il fait tous les sends de wallet à wallet. Mais le fait d'utiliser un smart contract, il faut que tu utilises le smart contract de venir piocher chez toi. Donc, du coup, il y a tout un volume d'autorisation de dépenses à définir pour, derrière, à faire toutes les transactions de scène. Mais bon, l'objectif aujourd'hui, si on fait une nouvelle application que celle qui existe déjà, c'est pour réduire le nombre de transactions, sinon ça ne sert à rien. Mais ça, c'est possible, parce que peut-être que je vais dire une bêtise, mais genre, le fait de signer, c'est pas ERC20, justement? C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mandatory? Ah ben si, justement, c'est obligatoire, mais si on peut faire des smart contracts ou des systèmes de multi-call ou qui permettent de grouper des transactions, aujourd'hui peut-être que c'est pas possible, mais peut-être que plus tard ça le sera. Après, je sais que Ethereum, ils voulaient changer ça justement, donc c'est la mise à jour qu'ils font en ce moment, je ne dis pas de bêtises, peut-être que ça va arriver sur Newsy, ça au final, mais bon.
Je sais pas, mais sur des Gnosis Safe, par exemple, il y a des autorisations qui sont un peu plus grandes que sur un wallet classique Russell. Ok. Il y a des choses que tu peux faire dans des multicodes de Gnosis Safe que tu peux pas faire dans d'autres types de wallets. Ok, moi je savais pas, c'est à creuser. Ah, mais moi aussi, ça creusait. Moi, je fais Imaginez. que est-ce que je vois dans des vidéos ou discussions avec d'autres développeurs de blockchain, mais après, je ne sais pas. Et comment tu fais ta veille techno? Tu es sur le groupe Dev Realty ou t'as d'autres magazines que tu suis? Je sais pas comment dire. Ah non, j'ai aucun magazine. Ça n'existe plus de toute façon. Beaucoup avec YouTube où je fais ma veille technologique tout seul et puis après en discutant avec d'autres collègues à moi qui travaillent dans de la blockchain justement, des connaissances que j'ai fait au travers de Realty. Ok. Ou en suivant tes vidéos à toi, des fois j'apprends des trucs. Hein. Ah ouais? Ah oui. Bouclé là, je peux faire la chaîne. Ah non, mais si, des fois tu fais plein de vidéos sur la technique beaucoup. Moi j'aimais bien quand tu faisais ça au tout début, là, t'en faisais plein. Pour le bot Ventela où j'ouvrais. Les bots ou derrière après pour les poules. Moi j'aime bien le côté ludique où tu essayes d'expliquer aux gens, ça c'est chouette. Ouais, c'est ce que je. C'est le plus intéressant. Et après, voilà, je vais pas se mentir, c'est que ça n'avait pas trop de vues, mais tous les dimanches, une vidéo ludique, c'est ce que j'essaye de m'imposer, quoi. Ouais, mais c'est chouette, si ça te fait plaisir à toi, c'est le Ouais, principal. Moi, c'est ça. moi je regarde. Déjà, c'est passion, donc je traîne pas les pieds. Et deuxièmement, c'est les compétences que tu apprends, bah, ça sera toujours utile plus tard, même si c'est pas immédiat. Il n'y a que la dernière que tu as fait, là, d'1h20, je ne l'ai pas regardé encore, mais je pense que c'est sur 1h20. ton projet. Ah ben, ou alors c'est moi qui n'ai pas capté, et ça doit peut-être durer 1 minute 20 et pas 1h20. Ah Hein. oui, mais alors ça, c'est un live où j'essaie de trouver des idées pour la DAO. Parce que tu sais, il y a le Ah, concours de DAO en ce moment. Bon, cette vidéo va sortir samedi, donc j'aurais déjà postulé. Mais j'ai postulé avec 2 idées. La première, bah, c'est d'améliorer le gain or lost. Je voulais le faire avec un back-end ou pareil, n'importe quelle application ou n'importe quel utilisateur, que ce soit par exemple toi ou HPST, peut récupérer directement le tableau que j'affiche. Pour arrêter d'avoir des. Moi, à titre personnel, j'en ai marre d'avoir des outils un peu à droite à gauche. Donc, si quelqu'un veut les intégrer, c'est encore mieux. Je ferai quand même une interface si des gens veulent l'utiliser directement. Et la deuxième chose que je veux faire, c'est le remboursement automatique des loyers. Enfin, le remboursement automatique de la dette du RMM avec les loyers. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. En gros, aujourd'hui, bien sûr, c'est le même stablecoin. Hein, donc, on va parler coin USDC. Donc, on a une dette, des tokens de dette et des tokens d'emprunt. On peut payer avec les tokens d'emprunt la dette. La fonction s'appelle Repay with a token. Et actuellement, il n'y a que l'utilisateur qui peut la faire. Donc en fait, il faudrait faire en sorte que n'importe qui puisse l'exécuter de l'extérieur. Enfin, pareil, parce qu'en fait, c'est un jeu d'écriture. Donc les tokens d'emprunt ne sont pas retirés du wallet. C'est en gros, on appelle une fonction qui, au niveau du VRMM, va transférer les fonds pour rembourser la dette de l'utilisateur. Donc ça marche comme ça. Et en fait, c'est un peu comme le système des liquidateurs. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les bots ou autres, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que ça automatise les choses et ça libère du temps pour les êtres humains. Quoi. Par exemple, jouer au quilles, profiter de ses proches, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, du coup, ça serait il y aura un nouveau rôle. Alors, je sais pas trop comment l'appeler, mais ce serait pas les liquidateurs, j'appelle ça les runners. Mais en gros, tous les lundis, il y a des gens qui auraient emprunté. Ils auraient aussi autorisé à n'importe quel utilisateur de faire la transaction pour eux. Et en fait, c'est des bots qui exécuteraient la transaction tout simplement d'un utilisateur pour rembourser sa dette. Et bien sûr, il prendrait un petit frais, je vais dire un chiffre au hasard, 1%. Et l'idée, c'est que, parce que pareil, j'essaie de valoriser le reg, parce que le reg, c'est cool, mais il faut quand même commencer à faire des fonctionnalités. Et ça, c'est Michael Courvoisier qui l'a trouvé. C'est en fait, il y a 50% qui serait 50% sur les 1% de frais, par exemple. Il y aurait 50% qui irait directement au runner, celui qui a fait la transaction. Et le reste irait à la DAO, en fait, pour faire des revenus à la DAO. Et bien sûr, plus la personne a de règles, ou je sais pas, sur une période donnée, plus ce frais serait bas, en fait, tout simplement. La personne ne payerait pas. Donc au final, si la personne a beaucoup de règles, il y aurait par exemple que 0,5% qui irait au bot, au runner, tout simplement, qui aurait exécuté la transaction pour l'utilisateur. Et ça permettrait en fait à l'utilisateur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui empruntent pour acheter par exemple le vendredi à des ventes, voilà, ils savent qu'ils vont avoir 100 € de revenus en USDC sur le mois suivant. Ils font un emprunt par exemple de $90. Je fais des chiffres plus bas pour pas prendre en compte les intérêts. Et voilà, pendant 4 semaines, il peut partir en vacances, il peut profiter de la vie et sa dette sera remboursée automatiquement. Il n'y a pas d'histoire de health factor à gérer ou autre, quoi.
Non, mais ça, c'est une super bonne idée. Donc, Après, pour l'idée de trouver de l'utilisation en règle, moi, je voulais faire la même chose. Le jour où je rendrai mhm. le site avec un abonnement pour accéder à certaines fonctionnalités, j'ambitionnais aussi de pouvoir récupérer des règles pour faire payer les abonnements en mettant une réduction avec ceux qui payent avec des règles. Non, mais très bonne idée, et je sais pas si tu as vu aussi, mais ils veulent, Realty veut déployer des Volt Factory en fait, tout simplement, pour qu'une application en fait soit rémunérée en fonction des règles utilisées. Enfin, je sais pas si tu as lu l'article. Après, la DAO, je suis de loin, hein. J'y vais, je vote, je regarde en diagonale, mais je suis pas les forums où ça discute de chaque proposition avant qu'elle passe au vote. Ouais, ça prend beaucoup Je de ne, temps. je ne les lis que quand elle passe au vote. Non, non, clairement. Mais en tout cas, il y a plein d'idées, et voilà. Enfin, moi, pareil, l'idée c'est de. Enfin, bref, si vous avez des idées, vous pouvez le faire, et je suis sûr que ça améliorera l'expérience utilisateur de l'utilisateur, sera plus simple. Et pareil, tu vois, que tu disais, tu étais venu dans un DeFi immobilier pour supprimer les notaires, tout ça, enfin, tout ce qui est un peu boring, ennuyeux ou autre. Bah, voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec cet outil qui rembourserait automatiquement les loyers. C'est quelque chose qui n'existe pas actuellement entre guillemets dans la vie de tous les jours. Même si on fait par exemple de la location, ça arrive sur un compte. Bon, après, je sais pas si on peut mettre le. J'ai jamais fait de location immobilière, mais utiliser un compte où en fait le prêt est directement. En fait, si ça se trouve, ça existe déjà. Le prêt et tu sais, les mensualités sont prélevées et les loyers arrivent en location. Je sais pas si c'est faisable. Oui, mais bon, après, dans le monde financier, tu peux le faire facilement. Même si tu as deux comptes, tu peux mettre un virement automatique. Oui, à 2 jours d'intervalle, et au final c'est le même truc quoi. C'est pareil, c'est un bot au final qui fera votre transaction pour vous, quoi. Enfin votre activité plutôt. Voilà, moi j'ai déjà ça avec mon pèlerin. Mon pèlerin, toutes les semaines, de mon compte en banque, j'envoie des euros à mon pèlerin qui me pose des XDAI sur mon wallet. Mm. Ah, mais c'est le mieux, automatiser les choses, au moins on n'oublie pas, et on garde la rigueur entre guillemets. Et Exactement. tu parlais de mon pèlerin, moi c'est un truc qui m'intéresse à fond en ce moment, je sais pas pourquoi, enfin depuis un an, c'est toutes ces actions qui sont tokenisées RWA, enfin le RWA de Realty, mon pèlerin, je sais que Swissborg le fait aussi. En fait, toutes ces, moi ce qui m'intéresse vraiment en ce moment dans la blockchain, enfin tu disais, tu vois, au début t'étais pas du tout sur la crypto, t'es arrivé par le biais de Realty, mais ce que je trouve, moi ce que j'adore en ce moment sur la blockchain, c'est tout ce qui est associé à des DAO ou à des entreprises, tous ces tokens en fait de gouvernance ou de qui ressemble en fait de Oui, l'actionnariat de boîte quoi, tout simplement au final. oui, alors moi j'achète que des tokens MPS de mon pèlerin parce qu'il m'apporte le fait de pouvoir faire du transfert gratuit. Ouais. Bon, après, maintenant j'en ai pris l'habitude, donc du coup, toutes les semaines j'en achète 5, mais bon, j'en collectionne à hauteur plus haute maintenant que ce que ça me fait faire de transfert annuel. Mais oui, c'est le seul que j'achète. Mais moi, au début, quand j'ai commencé, j'utilisais Binance. Alors, je faisais des trucs vers Binance avec des bridges et tout ça. Du jour où j'ai compris comment marchait le système de mon pèlerin ou que de mon compte en banque, quand j'avais des XDAI sur mon wallet sans rien faire, du coup, j'ai laissé tomber tout le reste. Hein. Les bridges, les trucs, tout ça. Ah ouais. Moi, ça me cassait la tête au début. Bah, on a fait pareil, je crois. Moi, j'allais sur Binance, après, je transférais sur Polygon. Sur Polygon, il y avait un bridge pour aller sur Unisys. Et pareil, je crois que c'était l'USDT, il fallait le swap en USDC, c'était 3 ou 4 manip. Pareil, hein, moi, je faisais comme toi. Hein, soit je faisais avec la Binance Smart Chain, soit Ouais. avec Polygon. Ça dépendait de comment étaient les frais, de où ce qu'il y a la liquidité et tout. C'est vrai qu'il y a, au tout début, sur Connect Bridge, j'avais touché des tokens d'airdrop parce que j'avais passé beaucoup d'argent dessus. Mais depuis, terminé. Les actions les plus simples sont les meilleures, comme tu disais tout à l'heure, pour avoir du temps pour faire un petit peu ce qu'on veut. Ah, c'est sûr, ouais. Et voilà, je sais pas si tu veux ajouter autre chose ou si tu veux. Spécialement, non, c'est parfait. Bah écoute. Après, parce que je t'ai fait inviter au live de Cédric. Alors vraiment, on devrait faire des lives ensemble. Mardi, je sais plus combien, mardi 25, enfin, je sais plus, le dernier mardi de chaque mois, je crois. Non, ouais, bah merci, ça va être cool. Et pareil. Plus on est nombreux, mieux c'est. Oui, pareil, genre tu vois, tu disais la partie technique et tout. Bah, je sais pas, moi en ce moment, j'aime bien jouer avec les contrats et juste les lire. Donc, pareil, je pense que je vais faire ça. Je sais que Cédric il aime bien analyser les maisons ou autres, mais pourquoi pas aller analyser les smart contracts, un peu comme j'avais fait pour Realty. Tu vois, il y avait une action de saisie ou de burn, enfin, c'est des choses assez normales, quoi. Mais d'aller auditer, entre guillemets, les smart contracts. Je pense que sur ma chaîne, il y aura quelques vidéos comme ça qui vont popper. On verra plus tard.
Ah, mais ça, c'est chouette. Là, j'apprendrai des trucs parce que j'ai jamais trop été regarder toutes les fonctions qu'il y avait à l'intérieur des smart contracts de Reality. Non, bah, j'ai juste regardé Après, j'avais juste regardé un réel token, hein. Mais pareil, quand j'ai fait la série sur le RMM, là, j'ai commencé à m'intéresser au smart contract du RMM. Mais il y a une liste, c'est un annuaire d'adresses pour toutes les fonctions. J'avoue que j'ai laissé tomber, quoi. C'était trop complexe, quoi. Alors, le top, c'est d'aller sur la doc d'AVE. Parce que moi, j'ai un autre petit site, mais qui est que pour moi. Et en gros, j'essaye d'acheter du WSTETH au travers de AVE. Donc, du coup, j'ambitionne de créer mon petit robot qui gère mon dépôt emprunt. Et en gros, essayer de faire, quand l'Ethereum descend, bah, du coup, je bloque un stablecoin. Ah, tu veux soit shorter, soit être long selon la tendance de l'Ethereum, quoi, en gros. Exactement. Ok. Et je fais ça aussi côté emprunt et côté dépôt. Ok. Donc, c'est tout un beans, mais pour faire ça, il faut que tu ailles lire la doc de AVE. Et en AVE, c'est la même bordel que tu dis là. Ah Il y oui, a c'est 30 smart contrats imbriqués. C'est toute une usine à gaz, quoi. c'est une série que j'ai pas encore lancée et que je voulais faire. C'était juste faire un bot d'arbitrage sur un stablecoin, par exemple l'USDC, et de savoir si des stablecoins, il faut les faire travailler sur le RMM ou sur AAV. Donc tu vois, je voulais y aller de petit à petit. Mais pareil, moi je suis plus à l'aise avec les stablecoins, ça me parle plus. Enfin, c'est simple, c'est stable. Mais pareil, c'était prêt, pourquoi pas faire un bot, une fois qu'il a compris sur quel pourcentage c'est le mieux, bah pourquoi pas faire de temps en temps des petites boucles. Tu vois, par exemple, t'empruntes sur, je sais pas, sur AAV à 3% du SDC, tu le déposes sur le RMM, ça te rapporte 3%, enfin 6%, t'as un petit delta, et après, bah, il se régule ou quoi. Bon, c'est un projet que je ferai peut-être à l'automne 2025, je sais pas du tout. Ah oui, non, mais c'est des super projets, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Il faut de l'arbitrage partout et de la finesse. C'est ça, ouais, bah on découvre, puis c'est cool, je trouve. Moi, ce que j'aime bien avec ce que m'a fait découvrir Realty, c'est justement toute cette partie tech que je connaissais pas du tout, même finance un peu poussée. Et le fait de le prendre comme un jeu éducatif, entre guillemets, enfin ludique plutôt, je trouve ça vraiment cool, quoi. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est le top, hein. Moi, je fais pareil de mon côté. Mhm. Quand je joue avec mon truc d'ABE, c'est que j'ai l'ambition de faire les mêmes petits trucs que toi. Ouais, mais après, peut-être qu'on rêve trop, mais ce serait la meilleure des choses. Ton bot il tourne pendant 2 mois, tu profites de l'été là, et genre, je sais pas, tu reviens à la rentrée, tu vois que ça a généré un petit surplus. Et ouais, non, mais mais... dans mon système de prêt et d'emprunt là, de WSTETH, quand j'ambitionnais aussi de faire comme toi en ce moment sur ABE, le USDC il est à 3,5%. Et il est mieux sur le RMM. Tant qu'on joue avec 100 balles, ça compte pas, mais quand tu en mets beaucoup plus, ça rapporte beaucoup plus tous les jours. Ah ouais, donc clairement. En tout cas, après je sais pareil, c'est assez simple, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Et je sais pas si toi tu utilises tes sites pour monitorer entre guillemets tout ce que tu veux faire. Tu me parlais de ton mini site, mais moi en ce moment je sais pas pourquoi j'aime bien faire les bots Telegram, enfin en perso, et justement je les utilise comme, parce que je sais pas faire d'application, mais j'utilise comme des applications pour avoir les notifications. Ah oui. Voilà. Moi je fais des petits sites que je mets sur Netlify, c'est nickel. Okay. Sur Netlify, tu peux poster des sites un petit peu comme tu as envie. Après, avec ChatGPT, franchement, pour faire des sites React et faire du démarrage, c'est pas très compliqué en soi. Moi, j'utilise la bibliothèque de Google pour tous les composants. Donc, pour poser des textes, des boîtes, des trucs. Franchement, avec le niveau informatique que tu as, pour faire un mini site en React, en 3 jours, tu es opérationnel. Ouais, non, il faut que je m'intéresse plus à React. Là, actuellement, je fais juste du HTML et du JavaScript. Je sais pas quel est le meilleur truc aujourd'hui, mais moi, j'ai pris le biais avec React et je me sers pas mal de ChatGPT. Tu vois, récemment, je me suis abonné sur Cursor avec Claude. Avant, j'avais tout sur VS Code et j'ai tout basculé sur Cursor avec de l'intelligence artificielle qui m'aide à coder. Et l'intelligence artificielle, je m'en sers surtout pour faire des copier-coller, des reprises de code, ajouter, enlever des traces, des trucs comme ça. Tu vois, tout ce qui est un peu travail de secrétariat ou de duplication de code, ça le fait bon. Renommer une fonction et lui demander de changer tous les headers, enfin, ou tous les imports plutôt, je peux commencer en JavaScript, mais c'est... Oui, exactement, adapter les variables mieux que les noms que toi tu aurais donné à la con pour mieux comprendre dans 6 mois quand tu reviens. Tout ça, ça compte aussi.
Mais du coup, tu m'as dit que tu avais fait génie électrique, et je crois qu'on est assez proches, parce que moi aussi j'ai fait un diplôme d'électronique. Et est-ce que tu galères un peu avec toute cette partie web, enfin, tu sais, JavaScript ou autre, ou tu es à l'aise? Non, après ça va, je suis assez à l'aise avec tout ça. De l'informatique, j'en fais depuis que je suis tout petit. Ah, ok. J'ai toujours eu des ordinateurs à la maison. Après, j'ai fait un BTS électrotech Mhm. avant de faire l'école d'ingénieur. Donc j'avais fait un bac et un bac F3 et un BTS électrotechnique. Après, j'ai postulé à tout hasard à une école à un pool de 6 écoles d'ingénieurs. Je crois qu'il y en avait 3 ou 6. Moi, j'avais passé un concours et bim, j'ai été pris dans les 3 écoles. Ok. Donc, il y en avait une qui était orientée informatique et les 2 autres qui étaient génie électrique, et je suis parti vers une qui faisait du génie électrique. Donc aujourd'hui, je suis diplômé donc ingénieur génie électrique, et dans mon cursus en dernière année, comme spécificité, Mhm. j'ai pris développement de projet en informatique. Ok. Donc l'année et demie, j'ai fait un petit peu de C, de Java, de trucs que je fais pas du tout aujourd'hui, mais Et et Java après 3.2. c'est oui, voilà, je pense que le code que je fais le plus, c'est des macros Excel et du React et du Python. Donc Visual Basic Express, ça c'est ce que j'ai dû manger le plus. Du Visual Basic, j'avais fait dans ma jeunesse une application pour faire des paris au loto sportif. Ok. Euh, donc du coup, j'avais fait un système. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelqu'un qui vend le logiciel, mais moi j'avais fait ça il y a 20-25 ans. J'avais fait un logiciel qui, à l'époque, tu sais, au PMU, c'était, tu faisais des croix 1, nul 2 sur les matchs. Mhm. Et donc, du coup, j'avais fait une application statistique où on mettait des différents poids dans les matchs et tout ça. Et ça allait jusqu'à t'imprimer le nombre de grilles que ça te définissait. En gros, tu pouvais jouer que des triples et tu faisais ça en 40 grilles en fonction de stats proba que tu avais défini dans le truc. Et ça imprimait direct les grilles. On allait au tabac passer les grilles de l'autosportif, quoi. Et ça, c'était un projet à la fac ou c'était C'était en perso? pas un projet d'école, c'était un projet perso. Ah, ok. J'ambitionnais d'être millionnaire avec le Paris sportif. Après, j'ai fait des algorithmes avec un peu d'intelligence artificielle ou autre pour faire des probas et avec des martingales sur les paris sportifs. J'ai Mhm. travaillé pendant 8 ans sur ces trucs-là. Et au bout de 8 ans, j'ai déclaré forfait et j'ai découvert Realty et je suis parti dans un autre enrichissement qui, là, est plus pérenne dans le temps, je dirais. Oui. Et Ok. avant, c'était plus des occupations, de la recherche. Je ne sais même pas si c'est l'histoire de gagner beaucoup d'argent sur lequel j'allais, mais plus sur. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose qui était faisable. Et quand je suis arrivé à mes conclusions, je dis oui, c'est faisable. Par contre, le risque n'en vaut pas la chandelle. Mhm. Dans tout ce qui est paris sportif, le capital qu'il faut pour être sûr de gagner est énorme et le gain au final, il est inférieur à 5%. Et donc, du coup, il y a toujours le risque de perte complète en capital. Donc, mes conclusions étaient au bout de 8 ans que c'est pas mieux que le livret A, quoi. Et t'as Donc, jamais eu un mail de la FDJ ou quoi? T'as jamais fait. Parce qu'ils voyaient que tu non, faisais non, 40 lignes, enfin 40 grilles à chaque fois. non. Alors, à la fin, je crois que j'avais automatisé le truc pour qu'il fasse des paris directs sur BetClick ou autre. Je ne faisais rien, hein, c'était mon robot Ah ouais? qui avait BetClick, il se connectait avec mon compte, il choisissait les matchs, il pariait, il mettait la somme, tout ça. Ouais, je m'occupais de rien. Moi, je m'étais juste fait un petit site internet derrière pour surveiller de loin mon robot s'il bossait bien ou pas, quoi. Ok. Donc, la veille, ça m'annonçait les matchs sur lesquels il fallait jouer. Et j'avais 0 client. Je crois que j'avais beaucoup de collègues de boulot dans mon entreprise qui se foutaient de ma gueule avec mes trucs. Mais plus que. Voilà, tout le monde regardait de loin, mais personne n'osait y toucher, quoi. Ok, ok, bah c'est super cool Voilà. ça. Et donc, du coup, j'ai toujours fait, dans mon cursus que je travaille ou autre, j'ai toujours fait des petits projets informatiques à côté. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'informatique dans l'équipe de 8. Ça fait 5 ans que je fais partie de Mhm. l'organisation et je m'occupe de tout ce qui est transfert du papier vers du numérique. En fait, on connaît beaucoup plus d'applications qui permettent de générer des cartons de scoring, des classements, tout ça sans qu'on se prenne la tête et écuyer des fautes d'orthographe diverses et variées à droite à gauche parce que les gens font beaucoup de copier-coller. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de copier-coller. Les gens ont un numéro de licence, c'est comme on a tous un numéro sur la carte d'identité et toutes les applications, ça marche avec ça, quoi. Je fais suivre les identités de tout le monde avec des numéros un petit Ah oui, peu donc tout. aux prémices quoi. C'est vraiment pour la Fédé faire une espèce d'application site web pour organiser des tournois, suivre les licenciés, que les gens s'inscrivent au tournoi ou autre. Et après Alors, faire les classements.
il y avait de l'informatique qui existait il y a longtemps, mais il y a 9 ans maintenant, on a un site internet dédié pour la prise de licence. Okay. Donc du coup, maintenant, il y a quelque chose de dédié pour la prise de licence. Avant, on faisait ça qu'avec des papiers. Donc chaque club, il remplissait ses listes de licenciés, envoyait ça. Il y avait une secrétaire qui mettait à jour tout ça dans une application pour savoir qui avait pris, pas pris la licence et tout ça. Maintenant, on a une application informatique où les gens vont automatiquement prendre leur licence, générer leurs équipes pour les championnats, tout ça. Et du fait que tout soit numérique, bah, du coup, moi, j'ai fait le lien en numérisant tout de l'autre côté. Il n'y a plus d'opération manuelle pour aller sur l'autre logiciel, mettre tout à jour. Et ça nous permet d'avoir des étapes de contrôle avec tous ces outils, de pouvoir faire du suivi, sinon c'est ingérable. L'équipe 8, c'est petit comme ça, mais on a plus de 1000 équipes qui se construisent dans 53 catégories différentes. Ouais, c'est des trucs de fou, quoi. Si tu n'as pas des applis pour t'aider, tu n'en sors pas. 53 catégories ou c'est départements, tu veux dire? C'est vraiment. 53 catégories, en gros, entre les jeunes, les beaucoup plus jeunes, les filles, les différentes catégories dans les filles, les différentes catégories dans les garçons. C'est le deuxième sport, par exemple, dans l'Aveyron, en nombre de licenciés. Plus de 4000, cette année, on a plus de 4400 licenciés. Oui, ça fait du monde. Hein. Donc, en gros, c'est le foot et après, c'est l'équipe dans l'Aveyron, je ne savais pas du tout. Dans l'Aveyron, oui, c'est le foot et après, c'est l'équipe. Et après, c'est le reste. Le handball, le volley, le rugby. Je pense qu'il doit y avoir la pétanque qui est bien placée et puis ceux qui font de la course à pied ou de la marche. Il y a beaucoup d'associations de marche et de course à pied qui se développent partout. Non, bah, super intéressant en tout cas. Je savais pas que t'étais si, je sais pas comment dire, versatile quoi, sur plusieurs projets à la fois quoi, tout simplement. Mais c'est cool en tout cas. Et oui, alors après, ça demande à bien optimiser son temps, de savoir sur lequel il faut travailler ou pas. Donc en gros, le moment du printemps, c'est souvent le moment de la reprise de Realty, fin d'hiver, printemps. Là, j'ai pas le temps d'y passer beaucoup de temps. Ah, pour tout en plus, si l'équipe s'est joué en plein air, je pense que c'est le début des tournois ou. Alors, on a commencé le week-end dernier, et il y en a beaucoup qui ont été annulés à cause de la pluie, mais sinon, la saison, elle commence maintenant. Donc, à partir du moment où la saison commence, moi, je suis un peu plus libre, puisque tout est normalement organisé et ça déroule jusqu'à fin juin. Et après, ça redémarre avec des compétitions individuelles où il faut organiser tout ça. C'est un peu comme le tennis, les quilles. Tu vois, on joue par équipe et on joue aussi en individuel. On fait un total de quilles à 4 qui font le score de l'équipe. Et après, chacun peut avoir une moyenne différente et se qualifier à différents autres tournois individuels derrière. Mais il y a un site, je t'enverrai le site des quilles. On le mettra dans la description, il n'y a pas de souci. Si les gens veulent se renseigner sur les quilles, sur les sports. Si dans la France, on peut donner envie à des gens au-delà de Realty de jouer aux quilles et de créer des clubs de quilles, eh ben, ça leur permettra de participer aux championnats de France de quilles qui ont lieu chaque année. Et le fait d'être un club extérieur de l'Aveyron, ça ouvre plus de chances à y participer. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Mais regarde, la pétanque, ça s'est super bien exporté. Hein. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Les Marseillais qui sont fiers de la pétanque, c'était Madagascar qui était champion du monde. Hein. C'était plus. Et Madagascar, ça fait longtemps qu'ils sont forts. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que c'est dommage. Avant, il y avait beaucoup plus de compètes de pétanque sur l'équipe 21. Moi, je suivais la pétanque sur l'équipe 21. Mais là, il y en a très peu, quoi. C'est dommage, ça avait donné une vraie visibilité à la pétanque. Ah oui. Parce qu'après. Non, je rigole. Moi, le quille, ça, c'est plus pour les enfants. Mais quille le 8, c'est costaud quand même. Ça, on joue à 20 mètres avec des grosses boules en bois de 5 ou 6 kilos. C'est un peu le sport de bûcheron. C'est quoi? C'est l'ancêtre du bowling du coup? C'est une espèce de bowling de plein air, sauf qu'on joue à différentes distances. Et au lieu de jeter que des boules, la particularité, c'est qu'on a la 9e quille, puisque c'est une quille de 8, donc la 9e, on la met. Et celle-là, en premier jet, on s'en sert de projectile. Donc avec la boule, on vient la taper pour l'envoyer dans les quilles. Ah oui, donc c'est pas juste je tape dans le tas, quoi. Il faut calculer les angles. Alors attends, je te montre grosso modo. De toute façon, je mettrai une image, je pense, d'illustration. Mais si je peux t'en mettre, je t'en mets tout de suite. Ah oui, mais là, c'est le site des quilles. C'est pour ça que je voulais aller sur YouTube et mettre. Oui, c'est ce que je voulais faire. Du coup, il a un bâton au niveau de la boule qui projette, c'est ça? Ouais, tu vois, ça dure 2 minutes. C'est une vidéo qui est prise au championnat de France, je crois. Et donc, du coup, tu vois, même les tout petits jeunes, mais on tape d'abord sur le quille et après on joue la boule. Donc, il y a un contrat à faire avec la quille que tu frappes. Donc, tu as la distance où tu joues, il faut tomber une quille en particulier ou d'autres quilles.
Tu vois, celle qui est au milieu, pour moi, ma souris, celle qui était au milieu ici, là, c'est celle du contact. Ok. Voilà. Et après, avec la boule, il va aller jouer chez le côté. Ça permet de faire la découverte d'un autre sport que. T'as jamais fait, toi, les. Parce que je savais que tu venais du sud et je pensais que tu faisais les. Comment ça s'appelle les. Ah, comment ça s'appelle? Les joutes. Ah, la joute. Les joutes sétoises. Eh non, mais les joutes, c'est du côté de Montpellier. Moi, dans l'Aveyron, chez moi, ou dans le Midi-Pyrénées, il n'y a pas de joute. Beaucoup plus ici, il y a Sète, Palavas. Ouais, la Camargue, quoi, en gros, c'est juste. La Camargue. Mais non, les joutes, non, je connais pas. J'ai été voir, mais je connais pas. A few moments later. Ouais, bah moi j'ai plein d'idées, je manque de temps, tu vois, c'est comme toi, de toute façon c'est la plus précieuse des ressources. Quand tu veux faire des trucs dans la vie, tu te dis, ah j'ai pas eu le temps de faire ça, c'est chiant, c'est comme ça. Et mais justement, moi j'aimerais, tu vois, pouvoir, si j'arrive à dégager un petit peu de revenus du site, j'arrête mon boulot et je consacre ma vie à mes passions, quoi. Mais pas... 25 ans que je bosse, je pense que j'ai fait le tour et j'ai plus envie aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci Fred. Vous pourrez retrouver tous les liens de Fred en bas dans la description, son site web ou autre. Voilà, il y en a besoin pour atteindre sa liberté. Et bonne journée à tous. Ciao. Ciao à tout le monde. Ouais.